Retour sur le plateau de Regard Croisé, deuxième partie. Nous allons parler le Nigeria Covid-19, confinement total à Abuja et Lagos. Vous suivez l'actualité, chers confrères, de très près, hein, le Nigeria qui est parti carrément à travers certaines villes clés, Abuja et puis Lagos, à un confinement total. Ça peut réussir cette affaire-là quand on sait que les gens sont en train d'aller à contre-courant déjà, de ramer à contre-courant. On se demande mais si ça peut réussir. Il y aura forcément, quel que soit le pays au monde où ce genre de mesures sont prises. On a vu en Inde, hein, mais Lagos. En Inde, c'est difficile à mettre. Mais on a vu également en Chine comment ces mesures de confinement généraux ont été prises et comment elles ont été respectées. Le problème véritable, et c'est ça que le pouvoir nigérien, ou en tout cas les autorités des deux villes, que ce soit d'Abuja ou de Lagos, devront démontrer aujourd'hui, c'est leur leadership. Parce qu'une chose est de prendre la mesure. Dans beaucoup de pays, les gens ne respectent pas la mesure simplement parce qu'ils n'ont aucun égard aux autorités qui prennent cette mesure-là. Mais le leadership d'un certain Muhammadu Buhari est avéré. Et c'est vrai que le Nigeria est un grand pays à ses contraintes. La ville de Lagos est une ville énorme, tout comme Abuja, ça sera difficile de confiner. Mais ça passe aussi par là si on veut arrêter la maladie. Et je pense que c'est des décisions difficiles que les autorités prennent. Mais ils en arrivent à un moment où ils se disent, si on ne prend pas ces décisions, on ne pourra pas, ou les équipements sanitaires ne pourront pas contenir la crise telle qu'elle se présente. Et donc, je pense que ce qui va se profiler à l'horizon, c'est la gestion de ce confinement. Parce qu'une chose est de dire aux gens de rester à la maison, une chose est de mettre à disposition de ces personnes-là, parce que le confinement n'est jamais intégral. Hein. Vous dites aux gens de rester à la maison, mais on donne quand même l'autorisation à un certain nombre, à une ou deux personnes par foyer, par ménage, de faire les courses par exemple, d'aller à la pharmacie, de faire tout ce qui est besoin comme on voit dans les pays. Donc, une chose est de prendre la mesure, une autre est de la gérer, parce que c'est aussi un problème d'approvisionnement. Parce que quand on confine, c'est toute la chaîne d'approvisionnement des pays qui seront. Et les gouvernants doivent travailler à remettre en place ces chaînes d'approvisionnement-là. Mais je pense que pour des villes comme Abuja et Lagos, pour un gouvernement comme le gouvernement nigérien, qui a quand même une longueur d'avance sur la plupart des autres, je pense que c'est une décision qui n'a pas été prise sur un coup de tête comme au Congo par exemple. Et donc, je pense qu'avec beaucoup de dextérité et aussi beaucoup de communication, beaucoup de pédagogie aux populations, on pourra faire respecter ces mesures-là pour justement arriver à juguler la crise. David, peut-être que la décision est bien pensée, mais est-ce que la population est vraiment préparée à ça? En face de l'urgence de l'heure, on n'a pas besoin de préparer la population pour cela. Hein. Les Français ou les pays dans lesquels la décision de confinement général a été prise, on n'a pas passé toute une semaine, toute une journée à sensibiliser les populations. Hein. Il y a un cas de force majeure, il y a une guerre sanitaire qui est déclarée, tous les pays sont en alerte rouge. Et donc la solution, l'une des solutions idoines trouvées par les premiers pays qui ont été très tôt touchés par cette crise, c'est le confinement général de la population. Et ça a apporté des résultats positifs aujourd'hui. Il y a quand même une courbe de contamination qui est moins grande que les premiers jours d'avant les confinements en France, en Chine, en Espagne, en Italie, etc. Surtout ces pays qui avaient véritablement pris le coup. Et donc aujourd'hui, je pense que du côté d'Abuja, les habitants ou les Nigériens dans leur ensemble ont très vite compris la nécessité de prendre des mesures pour protéger d'abord les Nigériens. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que dans le cas des pays, la gestion du coronavirus dans les pays anglophones en Afrique est différente de la gestion qui est faite par les pays francophones. Oui, quand vous voyez l'investissement qui est mis aujourd'hui, quand vous le voyez Sénégal n'est pas un pays anglophone, un peu ce qui se passe au Ghana avec l'investissement qui est mis par le gouvernement,
Vous comparez cet investissement à 2-3 pays francophones africains, surtout ceux de la sous-région, chez nous ici, il n'y a pas photo. Et donc, il y a une prise de conscience collective qui a été faite de la part de ces populations, surtout du côté du Nigeria. On a vu l'investissement que le gouvernement de Buhari est en train de faire avec la construction, carrément la délocalisation des infrastructures sanitaires qui sont installées dans un complexe sportif, la mise à disposition de la population des mesures d'accompagnement, etc. Vous comprenez évidemment que la nécessité de confinement total doit être prise en considération par les Nigérians. Et tout ça se fait pour protéger justement ces Nigériens-là contre ce virus qui décime, qui cause des dégâts dans tous les pays où il est présent aujourd'hui. Et les gens aujourd'hui, les Nigériens beaucoup plus ont compris aussi cette nécessité de se faire confiner. Et derrière tout ça, il y a aussi la participation collective de l'ensemble de la population à soutenir les actions du gouvernement nigérien, à accompagner ce gouvernement pour trouver des solutions à apporter aux populations du Nigeria. C'est ce qui n'est pas fait dans d'autres pays, c'est ce qui manque dans d'autres pays aussi. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec cette grosse population, quand vous prenez la population entière du Nigeria, ça fait un peu plus de 100 millions d'après... 110 millions. 110 millions, voilà. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et quand vous prenez la population de la capitale, la première capitale, Lagos, qui est une capitale cosmopolite aujourd'hui, c'est parce que Lagos est tellement plein qu'ils ont décidé de créer une nouvelle capitale à Abuja pour désengorger un peu. Et donc, quand vous prenez un peu la capitale Lagos, vous prenez la capitale Abuja, c'est des villes cosmopolites qui ont des populations très, très importantes. Et si le virus atterrit dans une région ou dans un quartier, dans un arrondissement, tout de suite, ça va partir. Et donc, la décision de confinement total, elle est bien pensée. Si elle est accompagnée de mesures, si elle est soutenue également par des facilités qui seront proposées à ces Nigériens, je pense que la décision doit être salutaire et soutenue véritablement par l'ensemble de la population de ces deux grandes villes du Nigeria. Je crois qu'il y a quand même du copier-coller aussi, hein, quand on voit avec d'autres pays, on se dit, mais on confine ailleurs parce que, bon, voilà, nous aussi on va confiner. Et carrément, le président du Bénin qui a dit clairement qu'il ne dispose pas des moyens pour confiner tout le monde. Mais quand même mettre en place un cordon, hein, un cordon sanitaire autour des villes de Cotonou, de Porto Novo. Il a peut-être raison aussi, hein, quand on voit que les gens sont en train de copier-coller. Oui, le problème avec cette crise, c'est une crise sanitaire mondiale. Aucun pays n'était préparé. Et aujourd'hui, les nouveaux pays qui sont en train d'être pris, c'est-à-dire les pays de l'Afrique subsaharienne et de l'Amérique du Sud, ne sont pas non plus préparés. En plus d'avoir déjà une désorganisation interne. C'est-à-dire, nous avons des pays qui ne sont pas vraiment organisés sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique, qui ne sont pas capables de prendre des décisions et de les mettre en œuvre strictement. Et donc, cette faiblesse structurelle de nos pays a un poids sur la gestion de cette crise. Et l'autre problème aussi, c'est qu'on est obligé de faire du copier-coller parce qu'aucun pays n'a déjà vu cette crise. On est obligé de voir ce que les autres font et qui marche. En Chine, par exemple, on sait aujourd'hui que c'est la quarantaine imposée, stricte imposée à la ville de Wuhan qui a marché, et puis le contrôle strict aux frontières. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde décrète le confinement. Aujourd'hui, est-ce que le confinement fait ses preuves? On peut dire oui et non. Oui, dans la mesure où il y a déjà dans beaucoup de pays d'Europe qui ont adopté cette mesure, la courbe des nouvelles infections tend à être un plateau et donc il y a une réduction sensible de nouvelles infections. Mais il y a quand même de nouvelles infections. Et c'est pour ça que je disais oui ou non, il y a quand même de nouvelles. Donc est-ce une mesure totalement efficace, même dans les pays où ils sont bien appliqués? Je pense que ça reste Suzette. Mais même si elle n'est pas totalement efficace, est-ce qu'aujourd'hui, on a d'autres mesures ou on a d'autres possibilités? Je pense que non. Et c'est pour ça que les pays décident. Aujourd'hui, il faut prendre en compte, quand des villes comme Lagos et Abuja prennent des décisions, il faut prendre en compte un certain nombre de statistiques qui, à mon avis, sont très importantes. Vous prenez seulement la ville de Lagos. Le budget de la ville de Lagos
dépasse le budget de tous les autres 14 pays de la CEDEAO réunis, s'il vous plaît. Rien que de la ville de Lagos. Et dire que c'est quand même une ville imposante qui a les moyens. Maintenant, il ne faut pas non plus oublier, au-delà de cette statistique, cette autre statistique qui est importante, c'est que 30% de la population de Lagos vit en dessous du seuil de pauvreté. Et donc, le challenge aujourd'hui serait non seulement de faire un confinement strict, de continuer par faire de l'approvisionnement pour ceux qui ont les moyens de vivre ce confinement, mais aussi de prendre des mesures pour prendre en charge ceux qui n'ont pas les moyens de vivre ce confinement. Parce que le choix dans un certain nombre de pays, comme vous évoquiez tout à l'heure, le cas du Bénin, pour les populations, les États qui n'ont pas véritablement les moyens et qui s'engagent sur des confinements stricts, les populations auront finalement deux choix entre rester chez eux et mourir de faim ou sortir et mourir du Covid. Et je pense que c'est ça que le président béninois veut éviter. Maintenant, je dis toujours que le Nigeria, c'est le pays le plus riche de toute l'Afrique aujourd'hui. Première chose, c'est le pays qui a dégagé un certain nombre de champions locaux très importants. C'est le pays qui s'autosuffit aujourd'hui en termes d'alimentation. Et donc, le Nigeria a les moyens de gérer cette crise. Maintenant, est-ce que ces moyens seront déployés de manière idoine? Est-ce que ces moyens seront déployés de manière équitable? C'est la véritable question qu'il faudra régler. Et puis, il y a un baromètre très important. C'est l'effervescence de la démocratie dans ces pays-là. Les gouvernants, en prenant des mesures, que ce soit de confinement total, de confinement partiel, prennent en compte le fait que dans quelques mois, dans quelques années, ils devront répondre devant leurs administrés des décisions qui sont prises pendant la crise. Et donc, les gouvernants font l'effort de prendre les meilleures décisions possibles pour leur population. Quand on parle de confinement, il faut penser aussi à la stabilité de l'économie. Oui, mais malheureusement, le constat qui est fait aujourd'hui précise véritablement que l'économie de chaque pays a subi un gros coup. La bourse de New York, depuis le début de cette histoire de coronavirus, est partie en chute. Oui. Et ça commence vraiment par inquiéter. Donc chaque pays est en train de puiser dans sa réserve pour faire face à ce virus qui fait dépenser beaucoup d'argent. Quand on vous donne un peu le budget qui est dépensé chaque jour par certains États, vous avez ça fait peur. Ça fait peur. Et beaucoup d'États ne se sont pas préparés pour justement vivre cette pandémie-là, qui est arrivée comme ça, la légère, qui est partie de la Chine et qui tout de suite a conquis tous les autres continents. Et donc, c'est un fléau qui bouffe de l'argent des pays, qui fait sortir de l'argent forcément. Des pays ont proposé des budgets qui vous donnent du vertige. Quand on vous dit le budget que les États-Unis ont sorti, quand on vous dit le budget que la France, l'Espagne, etc. ont sorti, la Chine, ça vous donne des vertiges. Et donc aujourd'hui, c'est une maladie qui coûte très cher et qui refuse de partir aussi, malgré les investissements qui sont faits. Le matériel médical, prenez le cas de la France, on vous dit qu'en France, il n'y a que 25 000 respirateurs. Ça veut dire que la France ne s'est jamais préparée pour entrer en conflit avec le coronavirus. Pour une population qui est estimée à 60 millions d'habitants, la France n'a que 25 000 respirateurs. Et des commandes de respirateurs ont été faites. Donc tout ça, c'est de l'argent qu'il faut sortir. Et quand vous passez des commandes express, ça a aussi un coût. Okay? Et donc aujourd'hui, c'est de l'argent. Il faut injecter de l'argent. Heureusement que chez nous en Afrique, le fléau ne décime pas encore. Il n'y a pas encore on n'est pas encore au pic. On n'est pas encore tombé dans le pic. Un peu comme ça s'est fait en Espagne, en Italie, etc. Mais ça commence pas à venir. Malheureusement, certaines autorités ou certains gouvernements paraissent encore paresseux par rapport à l'investissement qu'il faut sortir. Et c'est de la paresse ou bien c'est une question de moyens? C'est de la paresse, c'est de l'inconscience. C'est une guerre virale qui est arrivée. Personne ne connaissait le coronavirus. Il y a 3, 4, 5 mois, personne n'entendait parler de
cette maladie-là. Et on vous dit quand cette maladie arrive, les grandes puissances occidentales n'ont pas encore trouvé le médicament pour traiter cette maladie-là, malgré la disponibilité de toutes les machines médicales qu'il y a dans leurs hôpitaux. Ça veut dire qu'il faut être conscient, il faut prendre ce coronavirus avec toute l'attention nécessaire et accepter d'investir. Donc pour le cas de Lagos et Abuja qui sont entrés en confinement, Marc en parlait tout à l'heure. Le Nigeria, il a les moyens financiers. Le Nigeria, il a le pétrole. Il a qui subit une baisse drastique depuis le début de la crise aussi. Oui, de grands milliardaires, de nombreux milliardaires. Il a une population active aussi. Et donc aujourd'hui, le Nigeria, il a les moyens pour justement pallier la décision, pallier le confinement dans lequel l'État a choisi de mettre les deux grandes villes. Et pour le moment, ces deux grandes villes, puisqu'elles constituent les pôles de distribution, de propagation de cette maladie, beaucoup plus, peut-être que cette décision va toucher d'autres villes aussi. Et donc, tous les États aujourd'hui sont forcés d'aller puiser dans leurs réserves pour l'investir dans la lutte contre le coronavirus. Le Togo a sorti 2 milliards. Ce n'est pas suffisant. Il y aura encore d'autres déblocages. Le Togo va débloquer d'autres budgets pour cela. Et chaque pays fera de même. Et les pays trouveront l'argent où. Et heureusement que des institutions internationales ont compris aussi la nécessité de choisir de geler les dettes de certains pays. La proposition a été faite par certains présidents africains qui ont proposé au FMI, à la Banque mondiale, à ces institutions-là, de penser au gel de ces dettes-là pour leur permettre justement de faire face à cette maladie-là. Et le message semble passer. Et donc aujourd'hui, personne n'attendra une aide internationale. Aucun pays ne vous donnera de l'argent. L'argent que l'OMS a sorti, il est fini. Les milliards qu'il avait sortis pour les mettre à la disposition des pays contaminés, cet argent, il est fini. Depuis quelques semaines, l'OMS ne parle plus de disponibilité de ressources budgétaires. Il n'y en a plus. Donc, aucun pays ne viendra vous donner de l'argent pour lutter contre le coronavirus. Comme ça se fait, on parle d'aide internationale, d'aide extérieure, de prêts, etc. Non, la BOAD a sorti de l'argent pour les mettre à la disposition des pays africains. La BCAO l'a fait également. Voilà, donc il faut compter sur ses propres ressources aujourd'hui. Et après, maintenant, vous pouvez présenter les ardoises pour demander un peu de souffle financier après le passage. Marc Abofan, quand on sait que le Nigeria regorge à plus de 3000 églises dites éveillées, dans la foulée, il y a aussi les musulmans qui sont là, il y a d'autres également religions qui sont là. Et comment on peut contenir tout ce beau monde-là en choisissant ces deux villes-là? Pensez que ça peut passer aussi facilement? Non, ça va se contenir. Ça va se contenir. Et c'est pour ça que je parlais au début de la fermeté. On a déjà vu certains constats. Au Togo, certaines églises, les gens se donnent du plaisir à se dire mais ça ne va rien faire, on va aller prier. Non, pire. Des gens disent même que la prière va chasser le coronavirus. Qu'il est impensable. On a plus de 3000 églises dites éveillées. Voire plus. Oui. Le Nigeria a quelques exemples. Le plus grand temple au monde. C'est dire comment la foi dans ce pays est forte. Mais je parle encore de la fermeté dans le leadership. Je pense que ce qui se passe au Togo, c'est qu'il n'y a pas de la fermeté dans le leadership face au coronavirus. Vous savez, ces décisions de fermeture ont été prises, mais il n'y a pas de la fermeté dans leur mise en œuvre. On a vu comment d'autres décisions ont été appliquées avec fermeté. Et si le gouvernement mettait la même fermeté dans la crise contre le coronavirus, je pense qu'on aurait pu éviter ce qu'on observe les dimanches et les vendredis. Maintenant, pour le cas du Nigeria, vous savez, Buhari, d'abord, la première fois qu'il a fait un coup d'État et qu'il était président, ensuite, maintenant, a montré toujours une certaine fermeté. On a vu comment, par exemple, sur le cas de la fermeture de la frontière Bénin-Nigeria, il a tenu ferme depuis des mois. Et on connaissait la manière dont cette frontière était poreuse. On connaissait toute la corruption ambiante qu'il y avait au niveau des douaniers, que ce soit nigériens ou béninois. Mais une fois que cette décision a été prise et qu'il y a eu une volonté du gouvernement de la mettre en œuvre, cette décision a été appliquée.
Je pense que c'est ce qui va arriver au Nigeria, à Abuja et à Lagos. Heureusement que le gouvernement n'a pas pris la mesure du confinement intégral de tout le Nigeria. Et donc, ce n'est que le confinement des deux capitales, la capitale politique et la capitale économique. Et avec la fermeté qu'on a vue, on a vu même la fermeté de Buhari sur les questions de corruption. Donc, cette fermeté, à mon avis, augure même déjà le fait que ces décisions-là peuvent être mises en œuvre. Mais une fois encore, il ne s'agit pas seulement de décréter un confinement pour le décréter. Il faut l'accompagner de mesures sociales pour ceux dans les activités. Et puis, il faut définir même les modalités. Je pense que le Nigeria fait ça à son niveau et c'est une décision qui peut raisonnablement être tenue. Maintenant, je pense qu'ils ont un délai d'1 ou de 2 jours pour entrer dans ce confinement total-là. Ce que je crains, c'est qu'on n'observe pas ce qu'on a vu récemment en Inde, c'est-à-dire des mouvements de population, de personnes qui quittent les zones confinées vers les zones qui ne sont pas confinées. Je pense qu'on a vu même ça dans nos pays et je pense que c'est ça qui a ramené essentiellement le Covid-19 en Afrique subsaharienne. On a vu quand le confinement a été décrété en Europe, notamment en Italie, en Espagne, en France, on a vu beaucoup de Togolais qui ont décidé de quitter donc, les zones de confinement pour rentrer chez eux. Et donc, c'est un risque. Mais je suis persuadé encore que contrairement à beaucoup de nos pays, Buhari, quand il prend ses décisions, quand il prend un certain nombre de décisions, il met une certaine fermeté. Et je pense que si cette fermeté est au rendez-vous, ça pourra payer. L'autre point de ce confinement, il faut parler aussi des violences conjugales. Et quand on sait que le Nigeria est un pays où on enregistre chaque 5 minutes au moins une violence, c'est là, à travers le pays. Maintenant, tout le monde est à la maison. Papa est là, il n'est pas habitué. Déjà à 4 heures, il devait être sur la route pour le boulot. Aujourd'hui, on dit peut-être à Abuja, rester à la maison sur une durée. Est-ce que ce serait facile? Parce qu'on a vu déjà en Europe où carrément des lignes vertes ont été signalées Tout est question d'habitude. En Afrique, je me dis, si on nous confie au Togo, David peut supporter. Si c'est pour la bonne cause. Oui. David qui ne reste jamais sur place. Non, vous savez, nous sommes en face d'une pandémie qui tue. Oui. Les vrais chiffres ne sont pas communiqués. Pour ne pas alerter, pour ne pas inquiéter les populations. Nous sommes en face d'un fléau qui décime. Quand vous voyez le nombre de morts qui sortent des hôpitaux dans certains pays, ça fait peur. À part la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas encore eu autant de morts sur la Terre, je crois bien. Et donc il faut faire attention aussi, il faut confiner des gens et vous faire prendre de nouvelles habitudes. Si c'est pour la bonne cause, il faut le faire. Bon, je pense que c'est vrai, le constat dégagé que le confinement, surtout en France ou dans les pays européens, on parle de plus de violence. Également, on a recensé un fort taux de divorce ou de séparation. Surtout en Chine, familles, etc. Voilà, parce que plus de 50% de la population de Wuhan. Ils ne sont pas habitués à passer toute une journée ensemble dans la maison, etc. Déjà en Chine, vous avez les habitations en Chine, c'est de petits espaces qu'ils occupent. C'est de petites chambres, voilà. Et c'est le soir que toute la famille se retrouve dans la maison. Chacun occupe un petit espace là-bas. Et donc voilà, maintenant on vous dit vous passez toute la journée à la maison et tout. Je pense quand même que pour le cas de l'Afrique, ce constat n'est pas aussi alarmant. Il faut peut-être adopter de nouvelles habitudes. Certains l'ont fait, ils ont introduit de nouvelles habitudes quotidiennes dans leur vie, ce qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire dans le temps. Les gens font du sport, les gens ils s'occupent à regarder la télé, ils s'occupent avec les enfants à jouer, etc. C'est des habitudes qu'on n'avait pas avant. Et donc aujourd'hui, ici, au Nigeria, aussi les Nigériens estiment qu'avec le confinement, il y aura beaucoup plus de divorces. Je dis non, ou à moins qu'ils veuillent être paresseux. Le Nigérien, généralement, c'est une personne qui est active. Même de chez lui à la maison, il peut continuer par traiter ses affaires. Et ce n'est pas tout le Nigeria qui est confiné, c'est 2 grandes villes. Et donc, les 2 pôles économiques qui ont été confinés. Donc, le Nigérian ne laissera pas tomber ses affaires. Le Nigérian
que moi je connais profitera beaucoup plus de ce moment de confinement pour se reposer, pour passer un peu de temps avec sa famille, sa femme, ses enfants, etc. Être là pour eux. Et puis après, bon, c'est vrai, peut-être qu'avec le temps, si ça dure, ça va commencer par créer des dépressions, peut-être à certaines personnes. Mais l'Africain que nous sommes, nous avons aussi nos habitudes, nous avons quand même notre fierté et nous estimons aussi que si c'est pour la bonne cause qu'on nous demande à être confinés, il faut comprendre que la nécessité vaut la peine pour faire appliquer cela. Merci David. Marc, l'autre point également, c'est le taux de natalité. D'autres disent que ça risque de flamber dans les jours qui viennent à travers le monde entier. Ce n'est pas seulement le Nigeria, mais à travers le monde entier. Parce que bon... C'est vrai que c'est aujourd'hui, ça fait rire, il y a plus de 3,1 milliards de personnes qui sont confinées à travers le monde. C'est dire que imaginez chaque couple plus de près de la moitié de la population aujourd'hui qui est confinée. C'est vrai qu'on a observé en France dans les années 80 le phénomène de baby boom grâce à cette fameuse coupure d'électricité qui a donné lieu à ce phénomène-là. Mais je pense que finalement, c'est pas une mauvaise chose si on a plus de natalité, parce que là, la mortalité de cette maladie, même si la létalité n'est pas très élevée, la maladie a tué beaucoup de personnes. Aujourd'hui, on parle de 196 000 morts dans le monde. Et donc, c'est dire que quelques bébés en surplus ne seront que bienvenus. Maintenant, plus sérieusement, je pense qu'il faudrait, dans cette période de confinement, préparer déjà l'après-confinement, parce que moi je pense, et surtout pour l'Europe et l'Occident, il y aura beaucoup de psychologues qui vont avoir à travailler, parce qu'il y aura beaucoup de détresse, beaucoup de stress post-confinement. Et maintenant, moi, ma grande question, mon grand énigme, c'est de savoir comment l'Afrique subsaharienne, surtout les pays pauvres comme le Togo, vont gérer si jamais nous devons passer un confinement intégral. On y reviendra dans une dizaine de minutes. La grande pause s'impose. À très vite.